On se retrouve sur Love Light avec l'invité. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Bernager. Tu es, Bertrand, ambassadeur Sony. Et je voulais absolument qu'on voit un petit peu ton travail. On aura l'occasion aussi de parler avec Fabrice des rapports entre toi et Sony. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font que tu as effectivement été choisi. On en parlera un petit peu. Mais d'abord, Un ambassadeur Sony, c'est quoi Wow, une exactement? question Non assez mais complexe. voilà, est-ce que Euh, ambassadeur Sony, c'est je promeux la marque? Vous êtes nombreux en France? En France, on est une Ouais. équipe de 12 personnes actuellement. Ouais. On va dire qu'on est entre guillemets un par domaine. Mm. Il va y avoir la photo de mariage, la photo de sport, Mm. photo de plateau. Moi, c'est plutôt quand même le domaine urbain et architecture. Et notre rôle, il est assez multiple. On va avoir faire des événements un peu comme ici, donc type des émissions. On va faire des événements, des conférences, des salons. Ouais. On va aller des fois dans les boutiques rencontrer des utilisateurs. Quand il y a des produits qui vont être annoncés, on va des fois voir le produit en avance et on va faire les campagnes de lancement. Donc prendre en photo, prendre en main le produit, faire les photos pour le lancement du produit, des fois faire des campagnes de pub, dans les boutiques pour avoir des photos affichées. Enfin, c'est Ouais. assez global. Mais ton métier, c'est photographe avant Oui, tout. moi Et mon en plus, métier, c'est ça. Sony aime bien tes photos. Tu te dis, bah tiens, est-ce que tu veux bien tester mon dernier R, par exemple? Et toi, tu dis, OK. Et toi, tu dis, bah tiens, j'ai des potes, eux, ça va être plus être les petits qui sont là, mais je dévoile pas trop le truc. Non, J'ai tout à fait. compris. Effectivement, moi, mon Ah ouais, métier, c'est je suis ça. photographe freelance à plein temps. Voilà. Depuis maintenant, moi j'ai 22 ans, j'ai fait une Mm. école, un bachelor photo. Je Mm. pratiquais déjà la photo à plein temps à côté, mais depuis la fin de mes études, j'ai été diplômé en juin 2021. Maintenant 1 an et demi, je suis en freelance à plein temps. D'accord. Et donc Sony, effectivement, moi je travaille avec Sony, je suis ambassadeur depuis maintenant 5 ans, quasiment jour pour jour, c'est depuis novembre 2017. Ouais. Et donc effectivement, ouais, c'est il y a quelques Et années, tu as 22 ans. ouais. Quand j'ai Mm. commencé, alors l'anecdote, j'avais 17 ans, Ouais. c'était l'année du bac, le terminal, j'étais encore mineur. Donc pareil, c'était un peu... on les prend très très jeunes. Oui, je vois ça. dans- C'est c'est comme les Jedi, ils prennent les enfants. Mais n'en dévoilons pas trop, parce que tu vas tout nous raconter tard. Je voudrais vraiment qu'on découvre ton travail avec différentes photos que l'on va glaner au fil du temps. Alors, on a déjà une première image qui arrive. Parle-nous un petit peu de cette photo. On est où? Alors là, on est en 2014, avril 2014, on est au Japon. Et donc c'est une date importante, c'est à la fois mon premier voyage au Japon. Je pense que quand on est fan de culture asiatique, on parle de photos de marque Sony japonaise. Le Japon, c'est un peu un rêve, c'est un pays où on rêve d'aller. En plus, les frontières ont rouvert en octobre, donc ça vaut vraiment le coup, c'est un voyage extraordinaire. Et donc aussi, c'est là où mon coup de foudre pour la photo a eu lieu. Je pratiquais déjà la photo de façon intermittente, notamment par un club photo au collège depuis 2012. Moi, je suis né en 2000, donc 2012, 12 ans. Et 2014, je viens d'avoir 14 ans. Génération Millennium. C'est ça, tout à fait. Et donc là, entre 2012 et 2014, on va dire que pour moi, la photo, c'était un peu un jeu. Et je ne comprenais pas le côté, on va dire, artistique de la photo. Et là, en 2014, j'ai eu le coup de foudre. En fait, j'ai compris que la photo pouvait vraiment documenter une expérience, pouvait aussi montrer mon point de vue, mon regard sur le monde. Donc c'est là que j'ai pris conscience que l'appareil, c'était une extension de soi-même et que je pouvais faire une narration et créer des projets où je montre ma vision de ce que je voyais. Donc là, on est au Japon. On n'est pas très loin de Kyoto, c'est dans une région campagnarde. Et c'est un road trip qui s'appelle la route du Tokaido. Tokaido, c'est une ancienne route commerciale féodale qui va donc de Tokyo à Osaka. Et je pense que c'est un très bon projet de road trip. Quand on va au Japon, on longe la côte et c'est très sympa. Bah, on va aller voir la photo suivante. Alors là, on est où? Alors là, on est à Paris, au Palais de Tokyo, la mecque du skateboard des années 80. Et quand on voit cette photo, on pourrait se dire, voilà, il y a beaucoup de skateboarders, c'est un lieu animé. Et pourtant, dans la réalité, cette photo a été prise entre l'hiver et le printemps 2021, où Paris était encore en phase de déconfinement, les rues étaient très calmes, il n'y avait quasiment pas de touristes, et ce lieu était quasiment vide. D'accord. Et c'est un projet qui s'appelle Remontage, avec 8 photos prises dans Paris entre décembre 2020 et mai 2021. D'accord. C'est un projet réalisé dans mon projet de fin d'études. Donc j'étais en bachelor photo à l'école de Condé Paris, et j'ai donc dû faire un mémoire de fin d'études, avec une problématique qui était peut-on réinventer le réel en street photo. On devait réaliser un projet de fin d'études qui répond à la problématique. Et dans mon mémoire, en fait, je parlais sur à la fois, ouais, c'est un mémoire assez long qui est disponible en téléchargement gratuit sur mon site Projet Remontage, j'ai le PDF complet, où je parle à la fois des origines de la photo de rue, d'où vient la photo de rue, notamment comment les outils de mise en scène et de photomontage ont permis aux photographes d'avoir une nouvelle vision sur l'environnement urbain qui l'entoure. D'accord, ok. Là, typiquement, on avait des lieux vides, et je venais avec mon trépied pendant plusieurs jours, je mettais le trépied à chaque fois au même endroit,
j'avais une télécommande. Et pour chaque lieu, je voulais un comportement de groupe. Donc là, Palais de Tokyo, des skateurs. Et je ne voulais que des skateurs en suspension, en train de faire un kickflip, presque un mouvement de scène avec que des presque Oui, donc c'est elle est impressionnant. en train de décoller. Là, on a environ 90 personnes, détourées une par une. Pour dire un peu les chiffres, l'ensemble du projet, donc, on a donc 8 photos, mais 7 mois de travail, 8000 prises de vue, quasiment 950 personnages, Ah, le travail. Mais détourés à la qui fait main. ça? Qui fait ça? Bah, Lui, on n'a lui, pas il le le temps. fait, lui. Normalement, dans la vie d'un photographe, quand on est photographe, maintenant je suis photographe freelance à plein temps, j'aurais plus vraiment le temps de faire ça. Bien sûr, bien sûr. On voit les 8 photos sur ton site. Tout à fait, ensuite il y a les 8 On- images. On inscrit l'adresse. Mais là, ça bas permet d'écran. d'avoir un projet, donc aussi il y a le côté écriture, on écrit un mémoire à côté, et là j'ai le temps de me consacrer 6 mois à écrire, faire les photomontages, repérer, donc c'est un long travail de montage. Alors que dans mon travail, normalement Photoshop est presque banni. Au départ, j'aime pas Photoshop, et je voulais me donner des contraintes. J'aime beaucoup travailler par la contrainte. Pour moi, notamment le Covid a apporté beaucoup de contraintes qui au début étaient une crainte pour les artistes, Mhm. sauf qu'au final, le Covid a été un vrai boost créatif. Moi, j'ai jamais autant produit d'images, jamais fait autant de projets photos depuis le Covid. Et notamment 2020 m'a beaucoup aidé. En fait, quand on se met des fois des barrières, on va voir le monde différemment. C'est comme la différence entre un zoom et une focale fixe. Mhm. Focale C'est ça. fixe, c'est des contraintes, mais on voit le monde différemment. Et des fois, on va mieux créer, on va créer différemment. Et moi, les contraintes m'aident beaucoup à travailler. Donc, le projet, voilà, C'est contrainte quelle Photoshop. focale là? C'est justement. Là, j'ai travaillé avec le 1635 f2.8 Master et un A7R3 Il y en a, c'est pour la résolution, donc sur trépied, beaucoup de piquets. Bien Et sûr. après, c'est beaucoup d'attentes, des semaines d'attente avec la télécommande à attendre un peu. Alors, tu parles de ton projet de fin d'études. Je crois qu'il y a une petite anecdote affective quand même Oui, tout à fait. autour de tout ça, puisque enfin, je vais te laisser en parler. Alors c'est peut-être effectivement, mieux. moi la photo, c'est une histoire de famille, de génération en génération. Mon oncle était photographe Élie Bernager, mais également avant lui, ma grand-mère, Jacqueline Bernager, était photographe notamment dans les années 50. Elle se met à la photo à l'après-guerre, elle se met à faire de la photographie notamment dans le sud de la France sur les plages, elle va être photographe de plage, D'accord. notamment l'été pour les vacances, Oui. et notamment elle travaille vers la région de Valoris. Ouais. Et un jour, je crois que c'est vers 1949 ou 50, enfin début des années 50, elle photographie de jeunes enfants, une petite fille. Et en fait, il s'avère que c'est la famille, les enfants de Picasso, notamment Paloma, et enfin, toute la famille Picasso. Ouais. Donc elle rencontre Picasso par hasard en prenant en photo de ses enfants sur la plage. Elle rencontre Pablo Picasso. C'est ça, qui avait donc sa maison à Valoris. Ce type est incroyable. Voilà. Voilà. Et donc c'est assez rigolo, donc quand plusieurs étés, effectivement, elle s'est mise à photographier Picasso, à venir dans sa maison à Valoris, à prendre en photo avec Boris Vian, enfin, tous les artistes, Paul Éluard. Et donc elle a pris de la photo, donc dans les années 50, elle était photographe à plein temps pour des célébrités un peu dans le monde de Paris et de Picasso. Après, elle a arrêté la photo, que, ouais, il y a eu les enfants, la famille, compagnie, mais ouais. Elle a passé le flambeau donc, à mon oncle, Élie Bernager, qui fait de la photo notamment dans le monde de la mode depuis plus de 45 ans. D'accord. Et lui-même, maintenant, quand il était petit, il me parlait beaucoup de la photo, il montrait des albums de famille, donc il m'a donné le goût de la photo. T'es un bébé argentique en fait. C'est ça. Et malheureusement, je crois que tu n'as malheureusement pas pu montrer ton travail. Non, malheureusement, ma grand-mère est décédée à quelques jours de rendre mon mémoire. Elle est décédée en avril 2021. J'ai écrit mon mémoire, j'ai fini le mémoire en avril, en même temps. J'ai fini d'écrire en même temps et je l'ai rendu quelques semaines après. Donc, on parlait beaucoup photo. Chaque fois, j'étais fier, quand j'ai un nouveau projet, de lui montrer les images. On parlait beaucoup photo. D'accord. On parlait photo et vraiment l'aspect artistique de l'image. On parlait beaucoup de ça. Donc, je lui ai dédié le mémoire. C'était assez émouvant. Bon, en tout cas, beau travail en tout cas. C'est pas beau travail, c'est Ouais, fantastique. la patience qu'il faut, l'abnégation. Enfin, c'est. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. On met l'adresse en bas de l'écran de ton site pour ceux qui veulent aller voir les autres photos. On est sur une photo suivante. Alors là, on est dans du stylisme. Alors vas-y, raconte. Alors là, on parlait de projets assez longs. Là, c'est à peu près dans la même idée. Là, on est sur un bâtiment à Singapour pour un projet qui s'appelle Dédale. Pourquoi Dédale? L'idée, c'est de photographier un dédale urbain, de montrer un regard labyrinthique et hypnotique sur la ville. Ce sont de vrais lieux. Il n'y a pas de photomontage. Même si pour le projet, j'ai fait des versions alternatives avec un effet kaléidoscopique, mais c'est un autre projet à part. Mais l'idée, c'était de montrer Singapour, qui est une ville complètement dingue. Singapour, c'est presque utopique. Enfin, tout n'est pas rose là-bas, mais une ville très particulière où les architectes ont une vraie carte blanche. Enfin, des bâtiments vraiment complètement fous, uniques en leur genre. Et c'est une cité-État assez étendue, avec un côté à la fois ville et nature. Et c'est 3 mois de travail en amont pour repérer les lieux sur Google Maps, donc repérer des toits, repérer des usines, des hôtels, des centres commerciaux. Et donc avant, dans mon travail, j'allais un peu à l'improviste. J'ai repéré un peu les lieux les plus connus, mais j'aimais bien avoir le côté découverte.
Et depuis ce projet, qui était un projet que j'avais fait en première année d'études, en référence à un photographe hongrois qui s'appelle Laszlo Molinaj, D'accord. de l'école du Bauhaus, donc l'école allemande Ouais. des années 30. Mhm. Et je voulais faire cette référence au côté Bauhaus, donc côté vraiment architecture, le béton, côté très vertical, le noir et blanc assez brutaliste, des grandes verticales, et très côté vraiment la ville presque qui fait peur. J'aime bien avoir un regard sur la ville, qui est une ville très imposante, et des bâtiments qui prennent beaucoup de place, un côté presque on est enfermé dans les lieux. Mhm. Et donc Singapour, c'était donc beaucoup de recherche en amont, et après sur le terrain, c'était presque militaire. J'avais un emploi du temps tous les jours, de lieux à aller voir, des fois des lieux qui étaient très excentrés, à la fois des bâtiments, des usines, des universités, des hôtels. Et donc vraiment beaucoup de repérage, tout est planifié, travail avec des focales très larges. Donc là, je suis beaucoup. Là, c'était avec le 12-24 mm f4G Ok. à l'époque. Et donc voilà, beaucoup de repérage et voilà, du côté bâtiment. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené vers le bâtiment, vers le monument, justement, vers l'architecture, en fait? Bah, je suis un peu le cliché du Parisien, c'est-à-dire que je suis né à Paris, Paris 9e. Mes parents aussi, enfin c'est que 2 générations, mais mes parents aussi sont nés dans Paris. Donc j'ai toujours grandi à Paris. Oui. Et donc voilà, j'ai toujours connu un environnement très urbain et le béton. Mhm. Et dès le départ, j'ai voulu représenter l'environnement qui m'entoure. Je pense qu'on est photographe, on aime avant tout documenter notre environnement à la fois familial et notre quotidien. Mon quotidien, c'était la ville. J'ai tout de suite aimé la ville. Dans mon travail, j'aime beaucoup aller dans les grandes villes. Donc je peux aller beaucoup en Asie, aux États-Unis, en Europe. Et j'aime bien ce côté mégalopole pour montrer voilà, les mégalopoles sous leurs différentes facettes. Et un côté vraiment bac à sable. C'est un terrain de jeu énorme. Mhm. Il y a des millions d'habitants et il y a ce côté terrain de jeu énorme. Ok. À 22 ans, c'est assez incroyable. Comment tu parles de photos, de ton métier? Alors, moi, j'ai 2 questions, si tu me Vas-y, permets. vas-y. À 22 ans, comment on est crédible quand on est photographe et qu'on Et- travaille avec des grandes marques ou des grandes agences avec qui tu travailles? Et comment on est crédible face avec Sony qui va te repérer, qui dit, toi, je te veux comme ambassadeur, et c'est quoi un ambassadeur? T'as vu, je te fais un combo de Ouais. questions, en fait. Alors, la crédibilité, c'est la grande question. C'est qu'encore aujourd'hui, j'ai souvent la question ah, les photos, elles sont très bien, c'est toi qui les as prises. Non, non. Non, non, c'est pas moi qui les avais prises, c'est les photos que j'ai piquées sur Internet. Enfin, on a beaucoup la question de la légitimité, est-ce qu'on est légitime? Non, je pense qu'en débutant en photo, on a un peu ça s'appelle le phénomène de l'imposteur. On a l'impression de ne pas être à notre place et de ne pas être légitime, d'être là un peu, d'avoir piqué la place d'un autre, et pas du tout. Je pense à la nouvelle génération, il faut vraiment qu'on s'impose. On nous met des fois un peu des bâtons dans les roues, ça peut se comprendre. C'est les vieux qui mettent des bateaux dans les roues, c'est ça? Pas toujours, des fois, on Allez, entre nous, mais. faut le dire. Mais C'est catégorie de la effectivement, partie des vieux avec Alex, ça y est, hein, donc, ouais. Quand même des très vieux. Oui, toi, oui, plus moi. Oui. Donc effectivement, je pense qu'on est crédible, notamment par nos images. Quand on est photographe, c'est nos images qui parlent pour nous avant tout. Et donc je pense avoir une démarche. Moi, je travaillais beaucoup par projet, ce qui était moins le cas avant. Notamment l'école de photo m'a appris à travailler pas juste une photo par photo, mais vraiment faire un projet de A à Z avec un titre, un projet, travailler vraiment des projets sur le aussi de long terme. Et je pense qu'on est notamment crédible par le fait d'avoir des images sérieuses, enfin, de connaître de quoi on parle, c'est-à-dire savoir défendre nos images. C'est hyper important de défendre nos projets, d'aller à fond dans un projet. Des fois, les gens vont dire ah non, tes photos, il faudrait que tu arrêtes et tout. Des fois, il faut y croire à fond, quitte des fois que ça ne marche pas, mais il faut essayer. Mm. Et je pense qu'on est crédible en parlant que nos images. Nos images parlent pour nous. Et voilà, en défendant à fond nos projets, il ne faut pas avoir peur, même si on est jeune, il ne faut pas avoir peur un peu de bouger les codes. Et comment Sony repère alors un jeune talent? Alors, moi, Oui, alors, c'est pas, attends, oui, moi, alors. c'est pas moi qui ai repéré Bertrand, mais je veux juste faire un commentaire parce que il faut pas avoir peur. Moi, je trouve c'est ce que tu disais, Alban, c'est incroyable, la maturité avec laquelle il parle de son travail C'est vrai. et de son implication, de sa recherche. Et je pense que c'est ça qui est important au-delà de la marque, mais dans la démarche photographique. Le matériel qu'on va acheter va nous accompagner dans notre démarche créative. Il ne faut pas avoir peur. Et il y a plein de photographes qui sont cachés, des talents cachés, qui ont peur, des vidéastes qui ont peur d'y aller parce que ça va prendre du temps, c'est loin. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis très admiratif de tout ce que tu racontes. Je trouve ça incroyable et je le découvre aussi plus parce que je crois qu'on n'a pas encore parlé autant que ça là-dessus. Alors après, pour la partie ambassadeur, je dirais qu'aujourd'hui, la philosophie de Sony, c'est des rencontres. On n'achète pas un ambassadeur. On rencontre un ambassadeur. On a des affinités humaines dans l'approche qu'on a. On a des gens Bertrand a travaillé avec du Sony
dès le début, c'est parce qu'il y avait cette affinité aussi matérielle et humaine qu'à un moment donné, on s'est rencontrés. Alors, ce n'était pas moi à l'époque, mais et puis s'est dit, ça te dit, nous, on aime ton travail. Tu travailles déjà en Sony, ça veut dire que tu as déjà cette démarche vers du matériel Sony, donc on n'a pas à te convaincre, parce que on ne convainc pas, on n'achète pas, comme je dis. Ça se passe comme ça. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé avec cette rencontre et ce bout de chemin. Et tous les jours, c'est vrai que ces derniers temps, on a quand même pas mal bossé ensemble, notamment sur l'Alpha 7R5. Et voilà, et ça se passe par affinité. Et sans langue de bois, mais vraiment sans langue de bois, Sony impose des choses où tu te dis non, je suis libre et tu fais ce que tu veux. Sincèrement, on est très libre. Comme en France, on C'est vrai. est 12 ambassadeurs, c'est la vérité. Oui. Comme on est 12 ambassadeurs, chacun son domaine. On pense à des amis, par exemple Jérémy, Béatrice. 12 personnes comme 12 toi, personnes en 12 photographes, hommes, femmes, en Tout à France, fait. Ou vidéaste. ou vidéastes. Et effectivement, chacun son domaine. Il va y avoir des photographes de mariage, de sport, de nature, d'animalier, de plateau. Moi, ça va être plus l'architecture, l'urbain. Typiquement, on me disait la 7R5. 7R5, c'est un boîtier fait notamment pour l'urbain architecture. Fabrice m'a appelé pour un boîtier type Alpha 9, qui est moins mon domaine. On pensera à d'autres personnes dans l'équipe, en pensant un peu à Laurent Baheux ou Francis. Par exemple. Ouais. Et en fait, Sony, comme connaissent notre travail, ils savent quel matériel correspond à quel type de photo. Quand ils vont nous appeler, ils savent déjà à l'avance que notre type de travail va correspondre au produit. Donc on est vraiment libre. On n'a pas de consigne sur quelle image on doit prendre. On est vraiment hyper ouvert à propos de ça. C'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'on fait les photos que l'on veut, qui correspondent à notre travail personnel. Et il y a beaucoup de photos que j'ai fait notamment pour des projets Sony, que j'utilise pour mon usage personnel et qui se marient très bien avec mes autres projets à côté. D'accord. Ok. Super. On va passer à la photo Mais oui. suivante pour revenir un petit peu sur le moins. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je veux juste te dire, effectivement, au moment où on a un lancement produit, c'est clair qu'il y a quand même des demandes que l'on fait, mais selon effectivement la dimension du projet, il y a aussi un échange travail contre rémunération, ce qui est tout à fait logique. Donc il y a un échange qu'on essaie de faire le plus équilibré possible entre la représentation de la marque, qui se fait par affinité initiale et par souhait permanent, sans être forcé. Et puis, effectivement, quand on commande des choses, je veux dire, à un moment donné, on commande, c'est pas tout cuit, tout gratuit. Il y a un travail aussi qui est fait. Mais effectivement, on essaye de respecter le produit qu'on va pousser en cohérence avec le travail de l'ambassadeur, et ça se fait toujours en accord avec l'ambassadeur. Il faut que ça soit fluide. Si c'est pas fluide, ça marche pas. Et les ambassadeurs s'en vont. Nous, on a peu d'ambassadeurs et on aime travailler avec eux et c'est des ambassadeurs qui restent avec nous et c'est ça qu'on aime bien. Ouais. Et par exemple, cette photo, c'est une photo d'ambassadeur ou c'est une photo personnelle ? Là, c'est un projet personnel, mais qui peut être lié à d'autres choses qu'on fait, notamment avec la ZR5, le Vocra. Là, on est sur une photo, on a l'impression d'être sur une marée humaine. À première vue, on dirait un photomontage. Mais alors qu'il n'en est rien. Et pour moi, c'est la définition de ce qui fait la magie de la pose longue. Moi, je suis un grand amoureux de la pose longue. On fait très vite à faire de la photo sur pose longue et je trouve que le travail du temps en photo est essentiel. Et là, on va travailler le mouvement humain. Donc, on est donc sur le marathon de Paris et les marathoniens ont souvent des habits très colorés, très flashy. Et quand il y a un grand soleil, forcément le soleil va réfléchir sur les habits et l'appareil qui capture la lumière va donc capturer ce mouvement lumineux. Et c'est un peu comme quand on prend en photo des voitures de nuit. On ne verra pas la voiture, on va voir que les feux qui vont rester. Et donc là, je me suis dit, mais si on peut prendre une photo des voitures en pose longue de nuit et qu'on n'a que les feux, est-ce que de jour, avec des habits réfléchissants, est-ce qu'on va quand même avoir la même traînée lumineuse ? Eh bien oui. Et donc au départ, c'était un peu une erreur. Je compare souvent un peu avec la tarte tatin. Au début, on fait un peu une erreur. J'avais mon trépied, je commençais la pose longue, j'avais un ND, je me suis dit, allez, 2 jours, on va tenter. Et là, j'ai vu le résultat sur l'écran. Des fois, on voit le résultat sur l'écran, on n'arrive pas à y croire. Ouais. Une photo qui marque. Et donc maintenant, ça fait plus de 5 ans que tous les semis et marathons, je me mets à différents endroits. Là, il y a des techniques. Il y a un certain temps, il faut être à un certain angle de vue, il faut qu'il n'y ait pas trop de lumière. Enfin, s'il y a trop de lumière, ça va être cramé. Si le temps est gris, ça ne marche pas. Et c'est un projet que j'aime beaucoup travailler. Donc le mouvement, c'est marée humaine arc-en-ciel. Et ce n'est pas de la post-prod. Hein. Si je vous montre le RAW d'origine, on a déjà des teintes de couleurs très fortes, elles sont rendues particulières. Et après, le challenge à long terme, c'est de pouvoir faire d'autres marathons. Je rêverais d'aller par exemple marathon de Berlin ou New York.
Voilà, par exemple, le Brooklyn Bridge avec cet effet-là. Eh bien, écoute, pas de problème, puisque Sony vient de t'offrir actuellement un billet d'avion pour New York. Ça y est, c'est fait, c'est négocié. Merci à tous. Donc c'est du long terme. Comme beaucoup de projets dans mon travail, il y a des projets qui se font sur des années. C'est-à-dire qu'on commence à un moment, mais ils ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire qu'on a une idée, on a un protocole en tête, et suivant l'occasion, suivant le lieu, on peut continuer le projet. Ouais, c'est super. Moi, je voudrais revenir juste sur tes études. Une école de photographie, ça t'apprend à quoi? Alors déjà, moi j'avais un grand doute. Enfin, on me disait, et quand j'avais deux clans. Il y a des gens qui me disaient que l'école ne servait à rien, et d'autres qui me disaient que l'école, c'était un peu, enfin pas obligatoire, mais c'était vraiment un passage presque obligé. Moi je dirais que déjà l'école, c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on n'est pas légitime parce qu'on a un diplôme. Déjà le diplôme, concrètement, ne sert à rien. Oui, sans... Notre diplôme, c'est le portfolio. Quand on est photographe, quand on va voir un client, bon, c'est assez rare, mais des fois on va voir le client avec nos images, on leur montre notre book. Mhm. Ce qui compte, c'est le concret, c'est pas juste le côté papier et les études. Après, ce qu'on apprend beaucoup à l'école, c'est la rigueur. Je parlais notamment tout à l'heure des protocoles, travailler par projet. L'école t'apprend à être rigoureux, à commencer un projet, pas te lancer dans l'inconnu. C'est-à-dire pas juste faire une image au hasard et dire ah, peut-être que demain je ferai la deuxième. Non. Avoir des protocoles, aussi toute la partie écriture, savoir écrire ces images, la partie même créer un livre, aussi la partie vivre de la photo, c'est-à-dire la partie fiscalité, connaître le droit. On fait aussi un peu de l'argentique, donc aussi comment développer, tirer nos photos, Ouais. le flux numérique, gérer les espaces couleurs, les tirages, le papier, un peu Photoshop. Enfin, on apprend quand même à être assez rigoureux et à avoir en fait les armes pour, après quand on est littéralement lâché dans le monde professionnel, quand on va pouvoir un peu se débrouiller. Voilà. Ok, super. Allez, on passe à une photo suivante. Donc là, on est sur un autre concept. Tu nous en parles? Alors là, donc rien à voir. Alors effectivement, quand on voit les photos d'avant, on pourrait se dire que c'est, on disait aussi le photographe, on pourrait être un autre photographe. En fait, en 2022, donc post-Covid, je me suis dit peut-être une envie un peu d'ailleurs, une envie un peu de liberté. En 2022, c'était un peu pour moi sous le signe des voyages, et notamment des road trips nature. Et j'ai pu notamment aller en Islande en plein hiver. Il y a deux amis qui m'ont appelé, ils m'ont dit hey, Bertrand, ça te dit on va en Islande en février. Il y aura de la météo, je dis moins 20, moins 25. Sachant que, comme je disais, moi je suis le parisien cliché qui ne voit la neige qu'un jour par an, la neige horrible qu'ils font en 2 heures. C'est ça. Et je dis banco. Alors que je n'avais jamais fait de photo en hiver, même photo nature. Donc on est parti en Islande en plein mois de février, donc entre moins 15, moins 20, moins 25, des blizzards, enfin la totale. Pour 15 jours, on a fait un road trip, on a fait le tour complet de l'Islande, donc 2500 km. Ouais, Le super. tour complet, passé par le Grand Nord. Enfin, c'est une île extraordinaire, l'Islande volcanique. Et là, on est sur un canyon de glace. Alors, on connaît les grottes de glace, mais les canyons de glace, c'est rarissime. C'est-à-dire que, et là, ce qui est encore plus beau, c'est que le lieu, peut-être qu'on ne pourra jamais le revoir. En fait, c'est sur le glacier Vatnajökull, c'est un glacier qui a été vu dans plein de films, un grand glacier. Et en fait, tous les ans, les grottes de glace changent d'endroit. Enfin, il y en a qui sont inaccessibles, que forcément avec la neige. Bien sûr. Là, ce lieu-là, il existe toujours. Déjà, il est en train de fondre. Le réchauffement climatique, les lieux disparaissent. On l'a vu, on avait des glaciers qui s'écroulaient devant nous quasiment. Mhm. Et le lieu, cette année, sera probablement inaccessible. Donc aussi, on prend une photo d'un lieu qui est déjà extraordinaire, qui est complètement unique, même le lieu, ce bleu, on a l'impression d'être sur une vague à l'arrêt, et un lieu qu'on ne reverra peut-être plus jamais dans notre vie. Ce côté vraiment magique de la nature qui nous domine, et que cette puissance de la glace et ce calme absolu que j'ai voulu. Toujours sur du grand angle, là, bien Tout sûr. à fait. Là, on a évolué, donc on est toujours sur un 12-24, là la version f2.8, donc 12-24 f2.8 Master, et avec Alpha One. Ouais, pour les luminosités et puis l'Alpha One derrière. Ouais. Ok. Magnifique. On va passer à la suite. Là, on est sur un autre contexte. On revient sur l'urbain, un peu des parallèles. Là, on est à Hong Kong. Ouais. J'ai beaucoup voyagé. Hong Kong, c'est un terrain de jeu, on dit c'est un labyrinthe. Les terrains de jeu, c'est un bac à sable, c'est tellement grand, il y a tellement de fourmillements urbains de jour comme de nuit. On est sur un marché de nuit et je voulais beaucoup travailler, notamment j'aime beaucoup travailler du côté de la lumière, les néons. Et pareil, avoir cette ville, une vie bouillonnante et beaucoup d'activités dans mon travail, j'aime beaucoup mettre en avant la ville, mais avec un regard presque dystopique. Il y a une def là dans l'image. Moi, ce qui m'attire, c'est sur la photo, c'est juste en haut. En Oui. fait, en haut à gauche, alors moi je les vois en face de moi, les photos. Mhm. La Ouais. fenêtre, mais que faisait-il derrière cette fenêtre? Ça. Et on peut, alors, on peut crop, comme c'est avec le R3, donc à l'époque, la photo est prise en 2018, 42 millions de pixels, on peut quand même crop bien, Oui. avoir du détail. Et
Bien avoir ce côté un peu Blade Runner, la ville Ah, un peu. magnifique. C'est exactement ce que j'ai ouais. pensé quand je l'ai vu. Blade Ouais, Runner, c'est ça. on est d'accord. Ouais. Très très beau, très très chouette. Next. Photo suivante. Next, c'est bien aussi. Ouais, next. C'est bien. Ah, allez, pause longue. Là, avec Fabrice, c'est un plaisir. Ah, c'est plus Un proche. parallèle, là on est à Paris. On Pose est le dans un- décor on est à Paris. et l'appareil. On est à Paris, donc là en l'occurrence c'est une photo de commande Voilà. pour Sony France. J'ai eu le plaisir de tester en avant-première la A7R Mark V quelques jours avant la sortie. Et notamment, moi qui fais une photo un peu longue avec un trépied, une des grandes nouveautés de cette R5, c'est que le capteur est stabilisé mécaniquement pour 8 stops. 8 stops. 8 stops. Ah oui, quand même. Là où avec les autres produits C'est là. Sony, on est plutôt sur entre 3,5 et 4,5. Ouais, 400. Oui, oui, oui. Ce qui fait que dans la réalité, c'est déjà très bien, on ne peut pas forcément sortir de la pause longue. Là, je me suis dit 8 stops, ça va creuser. Et donc là, on est avec le R5, 24 mm f1.4, et on est à main levée avec 2 secondes de pause longue. 2 secondes de 2 pause secondes à longue main levée et on est complètement net. avec un 24. Surtout que c'est un capteur qui est tellement défini que plus le capteur est défini, plus c'est dur de stabiliser. Bien sûr. Parce qu'il faut stabiliser au niveau du pixel lui-même. Est-ce que Donc tu crois avais qu'on peut ça. zoomer dans l'image Voilà. ou pas? Oui, oui, Ils on peuvent peut le faire. zoomer, bien sûr, bien sûr. Pour montrer un peu ma on va faire en configuration. sorte que Donc à main levée, de montrer aux auditeurs, C'est intéressant. bien sûr. impressionnant. Donc là on a la bête, l'arme du crime, Oui, oui, oui. et donc à main levée, 2 secondes. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que de nuit. T'es pas à main levée, c'est pas possible. Ah mais Non. j'ai des photos, pas que même des vidéos de voix, j'avais juste pris l'appareil. Tu bloques contre toi, Non. t'as une technique. Ah, toi. la technique, l'optimale, c'est d'avoir les bras le long du corps, donc main comme ça, la main Main en en dessous de dessous, l'optique, et bien pas sûr. au-dessus, toujours en dessous, Oui, et de regarder dans l'écran. Parce que dans le viseur, il y a 3 points de. ça va trembler. Voilà. Mais vraiment avec le corps bien, à peu près comme ça, et là on est vraiment très bien. Et pareil aussi en vertical, un truc que je vois beaucoup. Alors attends, tu peux me la refaire, pardon, parce que j'ai cru que tu disais j'ai un œil là. Non, en fait, J'ai le truc pour là, faire mais la- c'est vrai que j'ai le réflexe vidéo en me disant Ouais. j'ai 3 points où je m'appuie là, ou quand on est sur l'épaule ou machin, etc. Là, justement, non. Voilà, alors pour être le plus stable possible, pour pas que Pour la notre œil photo. vienne faire des vibrations, on va se mettre visé avec l'écran. Aussi, un dernier conseil, je vois beaucoup de gens qui prennent des photos à la verticale comme ça. Ouais, et En non. fait, l'appareil est entre guillemets à l'envers. En fait, à la verticale, on tient l'appareil comme ceci. Déjà, on est plus stable, Bien sûr. on est plus confortable du poignet et on n'a pas le bras sur le côté qui est à la fois gênant et compagnie. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on a le bras comme ça, donc quand on tient l'appareil entre guillemets à l'envers, le poids tombe vers le bas. Alors que quand on tient l'appareil photo vertical avec la main en dessous, on retient le poing, on est plus stable et plus confort. C'est un petit conseil que je Ah, donne c'est donc, super. comment tenir l'appareil vertical. Et donc là, on est en pause longue, et donc avant, je pensais qu'on pouvait faire que de la pause longue avec trépied. Et là, comme disait, le R5 ouvre beaucoup de possibilités, notamment pause longue de nuit. Ouais. Et on est plus net là, quand je suis à 2 secondes, que si j'étais au 1/50e. Au 1/50e, j'aurais dû ouvrir à 1/4 et monter en ISO. Oui, qui Et était donc là, je suis plus net à 2 secondes qu'à 1/50e. fantastique. Il faut bien se Fantastique. caler. Oui, oui, on va mettre un gros plan, parce que là, au niveau du pixel, ça bouge pas. Il faudrait essayer d'aller voir l'affichage de la pancarte du restaurant au centre. Et alors, Oui. on fait ça actuellement, là. On voit que ça zoome, il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, on passe à un autre truc et astuce. J'ai le La truc, photo c'est-à-dire, on suivante. passe à un autre truc. Bon, écoute, vas-y, tiens. Oh, On est- joli truc, hein. On est dans la série trucs et astuces, alors allons-y. Non, là, jeu d'ombre et de lumière. Ouais. On voyage beaucoup. Là, on est de retour à New York, on est à Wall Street. On est en plein cagnard fin juin 2016. Là, c'est une photo qui est prise à l'heure du déjeuner. Déjà, un premier élément, beaucoup de gens disent oh, la lumière du midi, la lumière dure blanche, il faut éviter. Au contraire, je pense que toutes les lumières sont bonnes à prendre, qu'il pleuve, qu'il fasse gris. Pour moi, toute la lumière est bonne. C'est juste comment on la travaille. Tu es anti-code, en fait. Hein. En fait, C'est bien. c'est ça que souvent on dit la photo, genre à l'heure du midi, quand le soleil est au zénith, c'est mort. Oui, les ombres sont très marquées, la lumière est très blanche. La lumière est dure, Mais bien il sûr. faut en jouer. Là, typiquement, on est dans une rue totalement à l'ombre, on a juste en fait, le soleil qui passe à travers les buildings. Et on a ce bâtiment avec cette personne. Donc, au début, j'avais juste vu donc, le bâtiment, la compo avec la lumière. La rue était vide. Je me suis dit, tiens, là, il y a un truc à faire, il manque quelque chose. Et là, c'est le coup de poker de des fois attendre quelque chose. Et donc là, j'ai attendu quasiment une demi-heure, je me suis mis derrière un poteau, pas que les gens me repèrent. J'ai pris ma focale, j'ai fait mes réglages, j'ai pris une première photo juste du lieu vide, et après j'ai attendu. Et je voulais une personne seule, avec un élément, et j'ai vu cette dame qui arrivait avec un parapluie. Et là, on prend la photo. Et là, des fois, quand on prend des photos, on a un sentiment, on dit, ça, c'est une photo qui est différente.
On a tous un peu notre photo coup de cœur. Je pense que ça, c'est ma photo coup de cœur, une photo qui m'a beaucoup marqué. On a ce côté un peu des fois coup de foot quand on Tu as prend une heure, on sait ressenti, on sait qu'elle est différente. Et c'est le coup d'attendre. Des fois, on peut attendre une demi-heure, une heure et ne rien avoir. Et des fois, juste attendre 5 secondes et avoir la bonne photo. À l'affût. C'est un peu comme de la pêche. Ouais, c'est ça, c'est comme dans les maniers. Ouais, ouais. C'est une photo qui a débuté maintenant, c'est un projet. Maintenant, la photo a introduit un projet qui s'appelle Face to Face, qui est un projet donc, de photos de rue avec des bâtiments donc, très verticaux, très imposants, avec une présence humaine, un sujet humain seul, unique, un peu isolé au milieu de la photo. Et avec un accessoire à chaque fois. Alors, c'est pas de la mise en scène, hein. C'est que de l'attente, donc des fois des attentes très très longues, ou alors des fois un claquement de doigts. Et donc c'est vraiment à travers le monde pour montrer un regard sur la ville un peu dystopique, toujours en un côté dystopique, et des compos très verticales, une ville angoissante, presque emprisonnante, qui emprisonne un sujet unique. Donc, Oui, c'est quelqu'un là, quelque part. Et là, tu n'as pas de problème de droit, évidemment, parce qu'on ne reconnaît pas la personne qui est là. alors, Si des fois, dans une des autres photos dans cette série Face to Face, tu as quelqu'un qu'on reconnaît, ok, j'ai une super photo, madame, s'il vous plaît, signez. alors c'est la grande question. Alors je vais briser un peu le mythe. Oui. Ça dépend des pays, hein. Mais en France, quand une personne est dans l'espace urbain, Pas de problème. tant que son image n'est pas dégradée, après c'est compliqué, il y a des cas de jurisprudence dans les RATP. Alors bien sûr les enfants, Non. moi déjà je ne prends pas en photo les enfants. Non. Ça, c'est un principe, je ne prends pas en photo les enfants, je ne vais pas le faire. Ou si je le ferai, j'ai demandé aux parents. Oui. Donc, ça pour les enfants, il faut demander aux parents. Mais pour les adultes, un espace urbain, un espace public, Public. il est public. Et donc on peut faire entre guillemets ce qu'on veut, tant que l'image n'est pas dégradée. C'est ça. Si la personne est en train de vomir, de frapper quelqu'un, si la personne commet soit un acte illégal ou que la personne a une image dégradée, là oui, on n'a pas le droit normalement. Après, il y a aussi le photoreportage. Oui, gens- tant qu'on personnes ne dégrade publiques. pas l'image de la personne. C'est ça. Absolument. Mais pour une personne dans la rue normale, il n'y a aucun problème. On peut faire entre guillemets ce qu'on veut, on peut vendre la photo, faire tout ce qu'on veut. Et ça, les gens. Après, ça dépend des pays, attention. Mhm. Mais on va dire qu'en Europe, Occident en général, il n'y a pas de problème. Après aussi, il y a le regard des personnes. Notamment en France, les gens ont un regard très néfaste sur l'appareil. Dès que les gens voient un appareil dans la rue, ils disent oh, qu'est-ce qu'il fait, il a un peu un côté louche. Quand on va notamment, on parlait tout à l'heure de Singapour, les gens n'en ont entre guillemets rien à faire. C'est-à-dire que vous avez votre appareil, les gens vont vous ignorer, et à aucun moment, on va avoir un regard négatif sur vous. Ils vont vous ignorer que pour eux, l'appareil, c'est normal. Mais en France, on a une culture où l'appareil, on est un peu méfiant vis-à-vis de ça. Il faut faire un peu attention des fois. Oui, où tu vas avoir le truc. Oui, on a un peu tout. Des réactions positives, négatives. Ça. Et pour venir dans ma série remontage et photomontage, j'ai fait un photomontage avec uniquement des personnes qui me regardent et que des regards, on va dire, négatifs à l'appareil. C'est une Très bien. compo, il y a certaines personnes qui ont un regard un peu méfiant ou agressif par rapport à la caméra. On va aller voir. On passe à la photo suivante. Alors là, Pareil, un autre univers. Donc on là, voyage. un projet assez récent. Donc on est projet réalisé donc, durant l'été 2022. Donc mon travail, là on a montré beaucoup de photos qui sont plus des projets on va dire artistiques, des projets personnels. J'ai aussi donc un travail, comme je suis freelance, j'ai mon travail, enfin, il faut aussi vivre. Je fais de la vente de tirage, Bien mais sûr. la vente de tirage n'est pas ma source de revenus principale. Il y a aussi des photos de commandes. Et là on est donc sur un projet de compétition d'ultracyclisme. J'ai la chance d'être photographe pour un Français qui s'appelle Jean-Luc Pérez, qui a 50 ans. Dans la vie, il a une double vie, on va dire. Le jour, entre guillemets. Ah bah tiens, il est- comme Un toi. peu comme Alban. Non, c'est moi qui faisais la vanne. Là, je suis pas décroché. C'est ça, c'est la double vie. Dans la vie, il est prof à Louis-le-Grand, au lycée Louis-le-Grand. Oui. Et à côté, c'est une des références mondiales de l'ultracyclisme. L'ultracyclisme, imaginons vous prenez le Tour de France, vous mettez toutes les étapes en une étape, sur route ouverte, de jour comme de nuit, en contre-la-montre. Donc en fait, ce sont des routes ouvertes, de jour comme de nuit, ce sont des milliers de kilomètres. Il y a deux catégories, des coureurs qui vont être en totale autonomie, ils vont partir pendant des jours sur la route tout seuls. Et nous, on le fait en équipe. Donc Jean-Luc, on a Tu dis tout seul, il y a une assistance derrière. Oui. Alors, il y a des catégories, Ah non. des coureurs qui partent tout seuls avec leur sac de couchage. Sac à dos. Sur les... Non, Même pas. ils ont des sortes de bagages sur leur vélo Ouais. et ils partent à l'aventure. Ce sont des héros anonymes, c'est impressionnant. Et nous, on le fait quand même en équipe. Donc là, Race Across America, c'est considéré comme la compétition de vélo la plus dure au monde. Pour dire les chiffres, 4800 km, Los Angeles, Washington. Oh, oh. Et Jean-Luc, en 2019, a battu avec son ami Evan Stevenart le record du monde en duo. En duo, ils ont parcouru les 4800 km en 6 jours et 10 heures. Un relais toutes les heures et demie. Et là, ils voulaient le faire en individuel. Eh ben, on a du boulot. Ouais, nous déjà dans la voiture, déjà c'est fatigant que on dort dans la voiture, on dort à peine. Enfin moi je voulais faire des nuits blanches et compagnie, donc c'est quand même physique. Moi je m'occupe à la fois de faire les photos, c'est aussi le côté community manager, donc publier les stories, aussi les partenaires. On avait aussi la télé, on avait M6 qui était avec nous.
Donc c'est une équipe, on a 4 voitures, 20 personnes, enfin, c'est un gros staff. Et moi, la partie photo. Donc à la fois prendre la photo, le coureur, mais aussi la photo de nature, donc les à côté, qu'on traverse les États-Unis. Tu es à quel endroit, là? Dans quel état, là? Là, on est en Californie, on est proche de la frontière avec l'Arizona, et donc là, c'est des routes assez calmes. Hein. C'est des petites routes que peu de gens, enfin ça dépend. On a à la fois de l'autoroute et des gros camions, et des routes plus calmes. Et là, je me suis mis de mettre l'Alpha One ras du sol avec 70-200 f2.8 du Master Mark II, qui est génial. J'aime bien dans ce travail à la fois le côté photo de sport, la photo vivante, que le côté l'organisation, et à côté photo de nature où on peut photographier les paysages. C'est le matin ou le soir? Là, on est en soirée, on va attaquer la nuit. Soirée. Et là, comme c'était la première nuit, la nuit en général, il fait quasiment des nuits blanches. Il peut pédaler 24 heures sans dormir. C'est des gens qui sont des machines. Beaucoup de retouches sur cette photo? Non, ça c'est la photo est quasiment brute de capteur. En plus, là, comme je suis sur du reportage, je travaille en JPEG. Parce qu'en fait, comme je dois envoyer des photos aux clients pour les réseaux sociaux, je travaille avec Alpha One en Rafale. Ouais. J'ai travaillé en JPEG Très rapide. pour être plus rapide. Ouais. Et sur le JPEG, on peut créer en fait des profils d'images. En fait, je me suis déjà créé un petit profil. Mais là, l'image est quasiment brute. Hein. Oui, avec plus de contraste. On a l'impression qu'il fait chaud, on voit le Oui. bitume. Un peu C'est mirage. ça, Hein, un c'est peu ça, de mirage. le côté Bah, mirage, hein. on peut faire entre 40 et 50 degrés, donc le Ouais. boîtier est mis à rude épreuve. Mon Alpha One, il va être allumé toute la journée, C'est ça. il va être bousculé, il faut gérer l'autonomie. Les batteries tiennent vraiment très bien. Les batteries tiennent de la charge. D'accord. Moi, je vais utiliser que 2 batteries par jour, et encore, je fais beaucoup de photos par jour. Donc 2 batteries, c'est largement suffisant pour une journée. C'est là qu'on voit que le boîtier, sur le terrain, c'est un outil de travail. Ouais. C'est un outil de travail, il est mis à rude épreuve. Et il faut Plus un Alpha One, donc. c'est grosse costaud. question. Mais après, toute la gamme a 7.4, enfin toute la gamme a la même architecture et vont tenir aussi bien. Plus le froid ou plus la chaleur, la perte de batterie? Franchement, tu dirais ça se vaut. Ça se vaut? Ça se vaut. J'ai pas ressenti vraiment de différence. L'appareil va être un peu plus lent en froid extrême, de façon que l'appareil va fonctionner, mais tout va être un peu plus lent. Typiquement, quand tu étais en Islande, par exemple. En Islande, quand il faisait, on va dire, moins 10, moins 15, ça va. Mais quand il commence à faire moins 20, moins 25, on sent que l'appareil ralentit un peu, ça reste de l'électronique, mais l'appareil marche toujours. Et la batterie tient toujours. La batterie ne va pas passer de 100 à 0% d'un coup. Oui, d'accord. Allez, parle-nous de la photo suivante. Là, par contre, je crois que c'est un univers. Enfin, moi, c'est ma préférée dans toutes celles que j'ai vues. Je vous en ai donné quelques-unes, mais oui. Non, je la veux pour mon fond d'écran. Elle est magnifique. Pour mon Mac. Elle est magnifique, cette photo. Hein Non, mais si. Alors, on est où? Elle est magnifique. Alors là, Faut la c'est. mettre au mur, en 2 mètres Non, de large. mais déjà, j'ai un écran, il fait Ah, t'as un 27 écran de pouces, 2 mètres. Mac, machin, etc. T'imagines ça sur l'écran 5K là-dessus? Alors là, c'est sur le même reportage. En fait, pour l'anecdote, la photo qu'on a vue avant, c'est la Race Across America. Malheureusement, notre coureur, Luc Pérez, a dû abandonner. Ah. Il a été déshydraté. Donc on a dû l'emmener à une clinique, perfusion d'eau salée. Il est à la limite de perdre un rein. Donc il aurait pu repartir, mais il y avait la famille, il y avait tout le monde, il a préféré arrêter pour sa santé. Et derrière, on est donc rentré à Los Angeles. La compétition n'était pas terminée, on avait encore 10 jours sur place. Qu'est-ce qu'on allait faire? On avait une maison à Los Angeles, mais on n'avait pas fait 10 jours à Los Angeles comme ça. Et avec 2 collègues dans l'aventure, on a improvisé un road trip en 5 jours de 5000 km entre Los Angeles, San Francisco, Monument Valley, Las Vegas, la Vallée de la Mort, Sequoia Park. Ah oui, d'accord. En 5 Pour jours. déconner. Pour déconner. s'amuser. Voilà. Voilà. Ouais. Moi, j'avais la chance d'être à l'arrière dans la voiture et de prendre donc des photos. Et en fait, pendant 5 jours, j'ai documenté Californie, Nevada, Arizona, Utah, à travers notamment la vie d'une voiture. On faisait quand même des pauses. Ça, c'est à travers la vie d'une voiture? Quasiment tout, ouais. C'est à travers la vie d'une voiture. Et en fait, pour l'anecdote, là, je travaillais quasiment des fois au 1,5 millième, voire 1,10 millième. Comme on est sur l'autoroute, on va à 120, 130. Si je travaille à une vitesse trop basse, la photo va être floue. Oui, oui. Donc là, souvent, je me mettais à f2.8 ou f4. Je me mettais 800 millième. ISO et je mettais un 5000, un 8 millième, un 10 millième avec l'Alpha One en obturateur électronique, pas avoir de rolling shutter, j'ai sûr. bien net. Et donc le projet, c'est environ 8000 prises de vue en 5 jours. Il y a beaucoup de photos dans la photo, mais voilà, où je travaille l'Alpha One, des temps assez rapides. Donc là, on a la brume, on est dans le Nevada, pas loin de la vallée de la mort, avec la brume de la fin de journée, avec les tempêtes de sable qui créent la brume. Magnifique. Très, très beau. Je crois que c'est la dernière photo.
si je dis pas de bêtises. On a passé en vue. Ah non, il y en a encore une. Un petit clin d'œil. Ah oui, celle-là, oui. On tourne l'émission en période de Coupe oui. du Monde. Oui, Là, à l'heure où on en parle, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. oui. Là, c'est un souvenir en 2018, 15 juillet 2018. Et quand vous regarderez Carver, l'émission, non. On espère, on Non, espère. non, je suis mauvaise Ça langue, dépend de j'espère que l'année. oui. Ça dépend de l'année. On En espère. 2022. Oui. Et là, en fait, pour l'anecdote, j'étais avec le 70-200 F2.8 du Master, le Mark 1 à l'époque. Ouais. Et quelques minutes avant, des personnes un peu alcoolisées, on va dire, m'avaient renversé littéralement 1 litre de bière sur l'appareil et l'optique. Mais littéralement. Prêté par Sony, on le rappelle. Alors, Mais on c'est leur a parce pas que dit, parce que voilà, Parce que ouais, là, c'était ok. le cas. Les gens m'avaient renversé l'alcool, donc le boîtier, la bière, enfin, tous les boutons étaient collés, c'était une erreur. En plus, il y avait les fumigènes, donc à la fois l'appareil recouvert de bière et les fumigènes. La lentille frontale, c'était une erreur. Le boîtier, heureusement, était tropicalisé, donc j'avais très peur. Donc maintenant, je peux dire, les boîtiers Sony sont garantis contre la bière. Résistent à la bière. Après, il suffit d'être petite lingette. Non mais là, attends, ça tu sais, on le découpe, on le met sur TikTok. Ouais. C'est bon, les Ah, mais c'est boîtiers vrai. Sony sont garantis pour la C'est bière. vraiment, je mime, les gens avaient des canettes de bière, ils me les ont versées genre délibérément à quelques centimètres. Donc vraiment, l'appareil était recouvert de bière. Et malgré ça, donc là, la photo est prise avec un appareil recouvert de bière et des fumigènes partout, à main levée. Et c'est un peu un voilà, clin d'œil par beaucoup du monde et ferveur populaire. C'était plus photoreportage sur le terrain. D'accord. Bon, en tout cas, une très très belle aventure. On a voyagé, on a vraiment eu vraiment un plaisir de voir tout ça. On va revoir l'adresse de ton site et puis bien sûr ton Instagram pour ceux qui veulent découvrir un peu plus de Il y a ton beaucoup de travail. choses qui arrivent. En tout cas, très franchement, je suis bluffé effectivement par cette maturité que tu as. Ouais. Merci beaucoup. Et puis Je suis surtout, tout seul à applaudir, mais moi, j'applaudis. parce que Merci je trouve beaucoup. ça on est traumatisés, on trouve ça non, incroyable. c'est super. On est ravis de t'avoir reçu. Et retenez d'abord Bien le prénom, sûr, non. Bertrand. Voilà. Bertrand Bernager. Je pense que l'on va entendre parler de lui pendant très très longtemps. Merci pour votre Et c'est tant accueil, mieux. merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci en tout cas Bertrand. Merci à vous deux. Et Avec puis plaisir. on se retrouve bientôt pour d'autres artistes, d'autres photographes.